bienvenue à ce cours en ligne que nous appellerons cette expérience de cours en ligne. Je suis content que tout le monde soit là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous écoutez les consignes. Les consignes du coronavirus, c'est sérieux. OK? Alors, on prend ça au sérieux. Donc, vous avez toutes les informations. Vous pouvez texter vos amis pour leur dire qu'il y a un cours aussi qui est disponible, qui est sur Twitch. Sinon, le cours va être enregistré. Ceux qui le ratent ce matin parce qu'ils n'ont pas lu leur courriel, ils vont pouvoir aller revoir la vidéo qui va être en ligne. Donc, c'est mon retour en classe. Hein. Vous avez eu Réal là, pour l'interférence, la diffraction. Ben maintenant, c'est l'interférence, c'est la polarisation. Puis là, maintenant, on tombe en ligne, on tombe dans la diffraction. Puis, pourquoi on fait la diffraction? Je vous montre à l'écran ici deux dessins. Il y a une ligne blanche sur un fond noir et une ligne noire sur un fond blanc. Donc, par Discord, je préférais que les gens aient par Discord parce que c'est la feuille que je peux voir. Lequel des deux on verrait le mieux? Est-ce qu'on voit mieux la ligne blanche sur le fond noir ou la ligne noire sur le fond blanc? Vous pouvez rapidement mettre noir, écrire ça sur Discord pour voir là, à main levée, hein, à main levée, à pouce levé. Est-ce qu'on voit mieux la ligne blanche sur le fond noir ou la ligne noire sur le fond blanc? OK, ligne blanche, blanc sur noir, ligne noire, noir sur blanc, noir sur blanc. Blanc sur noir, ça m'a l'air à peu près 50-50. OK? Ben, je vous annonce que en fait, celui qu'en théorie, on a le plus de chances de mieux voir, c'est le blanc sur le noir. Puis là, vous vous demandez pourquoi peut-être. Pourquoi on voit mieux la ligne blanche sur le fond noir? La ligne blanche, c'est de la lumière. Et la lumière peut diffracter. Donc, si la ligne est tout petite, la ligne blanche, on va la voir peut-être un peu plus grande, alors que c'est l'inverse. Si on regarde ici, si on regarde la ligne noire sur un fond blanc, mais la ligne noire, c'est de l'absence de lumière, alors que le blanc, c'est évidemment de la lumière. Donc, le blanc peut diffracter et nous empêcher de voir le noir. Oh, j'entends rien. Lachouine n'entend rien. Alors, est-ce que des gens peuvent aider Lachouine? Parce que je crois que les autres m'entendent. Donc, on continue. Maintenant, ce que vous allez voir dans les notes, j'ai essayé d'isoler... OK. Oui, merci de mentionner que le cours est maintenant sur Twitch. OK. Donc, les concepts essentiels, maintenant, dans les notes auxquelles vous avez accès d'ailleurs, je vais souvent rassembler les concepts importants. Il faut... excusez-moi, je suis déconcentré par le Discord. Donc, les concepts essentiels, je vais les rassembler dans des cases jaunes parce que des fois, on peut se mêler. On peut finir par être un petit peu confus avec les multiples équations là, qui apparaissent là, dans la diffraction. Parce que notre plan ce matin, en effet, c'est d'étudier la diffraction. Donc, c'est quoi notre plan pour aujourd'hui? Ben, notre plan est assez simple. OK? On va introduire c'est quoi la diffraction parce que c'est probablement pas ce que vous pensez. Okay? La diffraction, c'est pas juste la lumière qui frappe un objet et qui diffracte sur le côté. C'est plus que ça, puis c'est ça qu'on va discuter. Puis on va faire un petit rappel des ondes planes, puis des ondes sphériques ou des autres ondes. Donc, qu'est-ce que la diffraction? Si je vous avais demandé c'était quoi la diffraction, puisque là on ne peut pas le faire parce que je ne vous entends pas, mais qu'est-ce que la diffraction? Fort probablement que vous auriez dit que la diffraction, c'est lorsque la lumière frappe un objet, puis que ça fait dévier l'onde. Cependant, c'est pas ça. En fait, c'est ça, mais c'est plus général que ça. La diffraction, en fait, ça vient de l'étendue finie d'une onde ou du profil non uniforme d'une onde. Non uniforme en champ électrique, en intensité, ou en phase.
ou les deux. Donc, si le profil d'une onde n'est pas constant de moins l'infini à plus l'infini, ça va diffracter. Puis si le front d'onde n'est pas parfaitement plat, ça va diffracter. Donc, un front d'onde plan et une intensité constante, c'est les deux conditions qu'on a besoin pour qu'une onde ne diffracte pas. Donc, si je vous demande est-ce qu'une onde plane diffracte, je vous laisse répondre sur Discord. Est-ce qu'une onde plane diffracte, oui ou non? C'est bon, parfait. OK. Est-ce qu'une onde sphérique diffracte? Donc, l'onde plane ne diffracte pas, l'onde sphérique diffracte. Parfait. OK. Donc, c'est quoi notre plan? On se rappelle qu'on avait vu que les équations de Maxwell dans le vide, ils ont comme solution les ondes sphériques, les ondes planes et plein d'autres solutions. Mais une onde plane, c'est une onde infinie, on s'en rappelle, et elle a un front d'onde constant. On en a parlé avant l'examen. Puis maintenant, on le sait. Donc, la seule onde qui ne diffracte pas, c'est l'onde plane. Et tous les autres ondes diffractent. Très important. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un front d'onde plan et parce qu'ils n'ont pas une amplitude constante. OK, parfait. Donc, maintenant, OK, on se rappelle que les ondes sphériques et les ondes planes forment des ondes complètes, des bases complètes. Okay? Donc, on peut représenter toutes les ondes, n'importe quelle onde, par une somme d'ondes sphériques ou une somme d'ondes planes. Puis, la raison pourquoi on va prendre un ou l'autre, c'est que ça va nous aider à mieux décrire. On sait exactement, on va savoir exactement comment une onde sphérique diffracte. C'est quand même assez simple. Ça reste toujours une onde sphérique. C'est juste que le front d'onde a un rayon de courbure qui augmente, alors que l'onde plane, elle ne change pas. Donc, c'est deux qui sont faciles à décrire. Puis, c'est en prenant ces deux types d'ondes-là qu'on va être capable, nous, de décrire tous les autres ensembles d'ondes. OK. Donc, je me répète beaucoup, mais c'est parce que ça va devenir assez important plus tard. Mais une onde plane ne change pas dans un milieu uniforme. Hein? Une onde plane qui se propage dans le vide ou dans l'eau, ben, est infinie, implane, elle reste infinie, elle reste plane. Ça c'est pas particulièrement difficile. D'un autre côté, l'onde sphérique, elle voit son rayon de courbure changer. Puis l'amplitude, est-ce que l'amplitude change pour l'onde sphérique? Rapidement sur Discord, des petits messages sur Discord. Est-ce que l'onde sphérique a une amplitude qui change? Oui, parfait, en effet. Ça change parce que faut que l'énergie de l'onde soit la même, proche, loin et très loin. Donc, on va voir, on le voit que l'amplitude descend. Attendez, je vais le montrer ça ici. On le voit que l'amplitude descend ici avec 1 sur R. Donc, le champ électrique au carré ou l'intensité va diminuer avec 1 sur R carré. Parfait. Comme quelqu'un a dit, ben oui, facile. OK, parfait. Donc, la diffraction, c'est quoi? C'est quoi la définition générale de la diffraction? Ben, c'est la variation du profil en intensité ou en front d'onde d'une onde à la suite de sa propagation. Parce que là, probablement que vous connaissez, vous avez pensé à ça pour la diffraction. Vous avez pensé à
la lumière qui frappe des interfaces comme ça ici, puis qui diffracte doucement, puis qu'on voit là, des petites lignes là, comme ça ici. Là. Mais ce qu'on va voir, c'est que c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi un réseau de diffraction, hein, que c'est pas pour rien que ça s'appelle un réseau de diffraction. OK? Puis, les faisceaux gaussiens, on va voir les faisceaux gaussiens parce qu'ils sont d'une importance capitale pour plein de choses, parce que les lasers produisent des faisceaux gaussiens, mais ça, on va le voir plus tard. Okay? Mais on va arriver à des faisceaux cohérents gaussiens qui sont très faciles à propager, et ça a énormément d'importance. Okay? Donc, la diffraction, c'est plus qu'une onde qui frappe un objet. C'est aussi les réseaux de diffraction, c'est aussi une onde dans le vide. Hein? Regardez, l'onde gaussienne ici est dans le vide. Puis, on va quand même dire que l'onde gaussienne diffracte. Bien sûr, elle diffracte parce qu'elle n'a pas une amplitude constante, même si elle a un front d'onde qui est parfois plan et parfois courbe. OK? Puis ça, on va tout le voir, c'est pas tout de suite, on va se rendre plus tard. OK. Donc, jusqu'à maintenant, oui, c'est ça. On va s'intéresser à la diffraction qui frappe des obstacles. Ça, c'est la partie que vous connaissez. La partie ici, vous la connaissez, c'est quand une onde frappe un trou, ça va diffracter, ben on va le calculer, on va être capable. Mais on va aussi être capable de calculer ce qui arrive quand l'onde frappe un réseau de phases, hein, un réseau de morceaux de verre, ou quand un faisceau sort d'une fibre optique. Puis, quand on a assez compris ces phénomènes simples-là, entre guillemets, on peut s'intéresser à la diffraction par des cellules, par exemple. C'est ce que nous, on fait dans mon labo. Puis d'autres groupes, comme Pierre Marquet, Antoine Godin, du Centre Cerveau, vont s'intéresser. Donc, la diffraction, on peut regarder le patron de diffraction des objets pour inférer ou trouver de l'information sur ce qui les a fait diffracter. On a des projets de labo dans le cours de TIPOP, que je pense qu'il y en a qui vont se rappeler. Il y en a qui utilisent la diffraction pour essayer de caractériser la diffraction par des billes ou par du verre écrasé. Ben, en regardant le patron de diffraction, on est capable d'aller chercher de l'information sur la grosseur des morceaux qui diffractent, qui font diffracter la lumière. OK. Donc, Tom, n'oublie pas, mute ton micro. OK. Maintenant, diffraction. OK, je continue avec un complément de définition pour être certain qu'on s'entende bien. Hein? Une onde d'étendue finie ou de front d'onde non uniforme va diffracter. Bien, ça veut dire que c'est vrai puis c'est général partout. Okay? Les ondes sonores diffractent. Les ondes électromagnétiques diffractent. Les ondes sismiques diffractent. Les ondes sonores diffractent. Vous le savez peut-être un peu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'ondes pourquoi on sait que les ondes sonores diffractent? Tapez dans Discord, je vous écoute. Ou je vous lis. L'écho, c'est des... Il y a quelqu'un qui a mentionné l'écho. L'écho, ça va être la réflexion des ondes sonores. Mais la diffraction, ça serait... Vu que ça va peut-être être un petit peu difficile, il y en a qui tapent, je vais les laisser taper. L'effet Doppler, non. L'effet Doppler, c'est pas un phénomène de diffraction, c'est autre chose. Les smiley face déçus sont en effet acceptés, mais ne sont pas de la diffraction. Les porte-voix, Mathieu Jobidon ici qui dit on peut entendre derrière un coin. On peut entendre quelqu'un derrière un coin. Alors on lui donne tous un petit thumbs up parce que c'est vraiment ça. Si d'ailleurs on peut entendre quelqu'un directement autour d'un coin ou quand vous allez, par exemple, quand tout le monde sort dans les bars, hein, sur la Grande Allée, quand on n'a rien à faire pendant qu'on est en quarantaine, ben, si vous vous installez en face des caisses de son, ça va faire mal. Mais si vous êtes à côté de la caisse de son, vous entendez juste les fréquences basses au lieu des fréquences élevées. Parce que les fréquences basses vont plus diffracter,
Puis les fréquences élevées vont moins diffracter. Oui, les barres sont fermées, en effet, j'avoue. Donc, faites un test, mettez le son dans le Python sur votre système maison, puis on pourra faire des tests plus tard, en fin de journée. Bon, donc, je continue. Donc, est-ce qu'une... Oh non, là, ça, on l'a déjà fait. Est-ce qu'une onde sphérique diffracte? Est-ce qu'une onde plane diffracte? L'onde sphérique diffracte, en effet, et l'onde plane ne diffracte pas. On l'a déjà fait. Maintenant, OK? La diffraction par un obstacle. Quand une onde plane arrive sur un obstacle, au début, c'est une onde plane. Okay? L'onde qui est incidente, c'est en effet une onde plane. Mais lorsqu'elle arrive au niveau de l'obstacle, il y a un obstacle ici, bien clairement, l'obstacle va bloquer l'intensité. Bien donc, après, ici, là, mon onde plane est rentrée. Ici, après l'obstacle, un tout petit peu après l'obstacle, est-ce que j'ai une onde plane ou j'ai pas une onde plane? Qu'est-ce que j'ai? Hey, Lashwin est le seul à ne rien entendre sur toutes les plateformes. Je crois que, mon cher Lashwin, je pense que la réponse, c'est oui. Tu es peut-être le seul. Donc, le son est sur le switch. Le Twitch, oui, excusez. Donc, excusez-nous, on règle des problèmes techniques. Je vais laisser les gens aider M. Lashwin. Donc, est-ce que mon onde, tout de suite après l'obstacle, est-ce que c'est encore une onde plane? OK? En effet, ce n'est plus une onde plane. Ce n'est plus une onde plane parce que c'est négatif, en effet. OK? Donc, c'est plus une onde plane parce que on a maintenant une onde qui a encore un front d'onde plan. OK? Tout de suite après. Là, OK? Ici, là, vraiment, là, tout de suite ici. OK? Ici, elle a encore un front d'onde plan. Mais l'amplitude est nulle avant ici. Puis tout d'un coup, ici, l'amplitude est constante. Puis ensuite, l'amplitude est nulle. Okay? Donc, ce n'est plus une onde plane. OK? Est-ce que c'est une onde plane? Non. Est-ce que c'est une onde sphérique? Est-ce que l'onde qui est là après, c'est une onde sphérique? J'attends les réponses. Est-ce que c'est une onde sphérique? Non, non, non. On semble avoir plusieurs non. Ah, mais non, mais oui à la somme d'ondes sphériques. OK. Donc, maintenant, est-ce que c'est une onde plane? On l'a dit non. Est-ce que c'est une onde sphérique? Ben non, parce qu'une onde sphérique, ça a un front d'onde qui est une sphère ou un cercle, ce qui n'est pas le cas. Mais est-ce que c'est une somme d'ondes sphériques? Bien, toutes les ondes sont des sommes d'ondes sphériques. Donc, c'est clair que dans notre cas ici, c'est encore une somme d'ondes sphériques. OK? Donc, on continue, voilà. Non à une onde plane, non à une onde sphérique, mais bien sûr, oui à une somme d'ondes sphériques. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire, nous, notre plan, ça va être d'écrire l'onde qui est ici comme une somme d'ondes sphériques parce qu'on sait ce qui arrive aux ondes sphériques. OK? Puis ça va s'appeler le principe de Huygens. Donc, notre plan, OK? On peut toujours prendre n'importe quelle onde puis en faire une somme, la décrire en termes d'une somme d'ondes sphériques. Puis, même une onde plane, hein, je vous rappelle que c'est une somme d'ondes sphériques. Puis, on pourrait aussi faire une somme d'ondes planes. Puis ça va dépendre du problème auquel on s'intéresse. OK. Donc, je continue. Le principe de Huygens-Fresnel, en fait, c'est vraiment l'application de ce que je viens de vous dire. On vient de dire que je peux toujours exprimer que les ondes ici, l'onde, c'est une somme d'ondes sphériques. Ben, en fait, dans le principe de Huygens-Fresnel, c'est très exactement ça.
c'est que ça a été énoncé par Huygens et Fresnel. Puis, ça dit qu'on peut toujours imaginer qu'une onde est obtenue par la superposition de multiples ondes sphériques ou de multiples sources ponctuelles. Ben, de le décrire comme ça de façon phénoménologique ou de le décrire mathématiquement puis de dire qu'une onde peut être une somme d'ondes sphériques, c'est la même chose. Donc, notre plan, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire pendant 2 semaines, chers amis, OK? Notre plan, ça va être de prendre une onde, puis ensuite, s'il y a un obstacle d'une forme quelconque, de décrire qu'en chaque point à l'obstacle, ici, il y a une onde sphérique. C'est une excellente question. Je reviens à l'instant. Quelqu'un vient de demander si les ondes planes peuvent être une somme d'ondes sphériques, alors pourquoi ne diffractent-elles pas? Quelle excellente question, Monsieur Cabanac. C'est le fun, je peux savoir vos noms. OK, donc, j'y reviens dans un instant. On va décrire la somme ici. On va prendre notre onde plane, puis on va la décrire comme une somme d'ondes sphériques qui vont avoir l'amplitude appropriée et la phase appropriée. Puis vu qu'on sait ce qui arrive à une onde sphérique, ben on va être capable de décrire ce qui arrive si on fait la somme de l'ensemble des ondes sphériques. Des ondes sphériques. OK. Parfait. Donc, en faisant la description, ben, on va être capable d'arriver avec une onde plane qui est incidente, une description en forme de somme d'ondes sphériques, okay, à l'obstacle. On va avoir l'onde à l'obstacle. Puis ensuite, là, on va faire le calcul. C'est ça qu'on va faire. Okay? C'est ça qu'on va commencer. On fait ça dans les diapos d'après. On va faire, ben, quand on additionne toutes ces ondes-là à une longueur d'onde donnée, avec un front d'onde donné, un front d'onde sphérique, qu'est-ce que ça va donner à un écran un petit peu plus loin? Puis là, on va calculer ce que ça donne. Puis là, je vous rappelle que on a des ondes sphériques, il y a un obstacle, OK? On va le traiter avec un obstacle parce que là, j'ai commencé en disant la définition de la diffraction, c'est pas nécessairement un obstacle. Puis là, la première chose que je fais, c'est que je vous parle avec de la description d'une onde plane qui est bloquée par un obstacle. Bien, là, c'est un obstacle qu'on va appeler dur, OK? Donc, il bloque complètement la lumière. Mais il peut avoir d'autres sortes d'obstacles qui vont moduler l'amplitude de la lumière, puis qui vont changer un tout petit peu le front d'onde, puis ça va donner lieu à de la diffraction. Donc, pour revenir à la question du MVP de la journée, c'est-à-dire Nicolas Cabanac, si les ondes peuvent être une somme d'ondes sphériques, alors pourquoi ne diffractent-elles pas? Bien, c'est chaque composante de l'onde sphérique va diffracter, mais le résultat, qui est une onde plane, lui, ne diffracte pas parce que lui, au final, son amplitude ne change pas et son front d'onde ne change pas. Fait qu'il faut s'en remettre à la description ou la somme. À la fin, ce qui compte, c'est la somme complète. OK? Donc, ça peut être surprenant, mais je pourrais vous dire, il y aurait une autre façon, une autre question qui est surprenante. On peut additionner une somme d'ondes planes qui sont infinies, puis obtenir une onde qui est finie dans l'espace, par exemple. Donc, même si on additionne des sommes infinies, okay, des ondes infinies, ça peut donner des sommes finies. Puis si on additionne des ondes qui diffractent, ben, si la somme donne une onde plane, ben, c'est une onde qui ne diffractera pas. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est ça qu'on va y arriver. Oups, excusez, j'ai perdu mon pointeur. Donc, on va y arriver. Là, on va faire les calculs. C'est vers là qu'on se lance, puis on va mettre les choses en place pour la première heure. Ensuite, tout le monde va prendre une pause. On va aller se faire un café. Mais donc, on va calculer, puis on va le voir, que si un obstacle est large, comparé à la longueur d'onde, ben, on le sait, hein? Si j'envoie la lumière du soleil dans un grand trou, ce qu'on va voir à l'écran, ça va être essentiellement la fente, comme ça ici.
Puis, à côté, on va avoir peut-être des petites ailes là, pour montrer que ça diffracte sur les coins. Mais au contraire, si le trou est beaucoup plus petit, ben là, même s'il est proche, assez proche de la grosseur de la longueur d'onde, ben là, on va avoir une modulation quand même assez différente parce qu'on peut même se retrouver que la largeur ici de ce qu'on voit va être plus grande que le trou. Puis ça, on a plein d'exemples qu'on connaît qui ressemblent à ça. Mais justement, notre plan dans ce qu'on met en place, c'est d'arriver à une description qui va nous permettre de sortir mathématiquement pourquoi quand on a un obstacle ou une étendue, hein, parce que c'est ça qui va compter, okay, une largeur de distribution d'amplitude qui est grande, il va avoir peu de diffraction. Puis quand il va avoir un trou ou une distribution en amplitude qui est plus serrée, qui est plus petite par rapport à la longueur d'onde, bien, ça va donner des phénomènes où il va y avoir plus de diffraction. Donc, notre plan, c'est que, comme on a dit, on va finalement décrire, c'est quand même assez simple. On sait qu'on a une onde plane ici qui frappe notre obstacle, puis on va mettre une onde plane, excusez-moi, pas une onde plane. On va mettre une onde sphérique ici, une autre onde sphérique ici, une autre onde sphérique ici. On va mettre plein d'ondes sphériques, comme ça ici. Puis, vu qu'on sait ce qui arrive, on sait exactement ce qui arrive à une onde sphérique. On sait c'est quoi la propagation d'une onde sphérique, il n'y a pas de surprise. La propagation d'une onde sphérique, là oups, ça c'est mon équation pour une onde plane. Excusez. L'équation d'une onde sphérique, ça va donner une partie qui est en phase, suivie d'une partie, on a l'onde en phase qui est E à la I KR moins oméga T. Puis on divise tout ça par R, qui est le rayon. On va voir en fait que le rayon, vu qu'ils ont tous le même rayon, on va pouvoir un petit peu le négliger. Okay? Donc, on va se retrouver essentiellement avec des ondes qui ressemblent à des ondes planes, mais ça, c'est une autre partie. Donc, notre plan, on va faire une description en somme d'ondes sphériques. Excusez, j'ai pris mon doigt sur mon écran, ça ne marche pas. Okay, on va faire une somme d'ondes sphériques directement ici. Puis, on va additionner les contributions. Hein. Je pense que vous avez fait l'interférence avec Réal. Alors, tous ceux qui ont fait l'interférence avec Réal ont fait un beau thumbs up sur Discord. Vous avez vu l'interférence. Bien là, on va faire interférer plusieurs ondes sphériques. Puis, on va toutes les additionner pour obtenir la somme totale qui va être notre patron d'interférence finale, qui est le patron de diffraction. Donc, ici, on va avoir nos sommes d'ondes sphériques, on va les additionner, mais comment qu'on fait ça? Okay? Comment qu'on fait ça? Donc, notre plan pour le prochain cours, la prochaine heure, c'est que on a l'amplitude de notre source, okay, l'amplitude de notre source qui est, dans notre cas, uniforme parce qu'on illumine avec une onde plane. Okay? Mais ensuite, on a le facteur de l'onde sphérique, qui est ici, avec un petit 1 sur R là, pour dire que l'amplitude diminue avec R. Donc, si on veut, nous, ce qu'on veut, c'est la somme de tout ça. Hein? Fait qu'on veut additionner l'amplitude au point ici avec un facteur d'onde sphérique. Ensuite, on additionne l'autre qui est à côté avec son amplitude et un autre facteur d'onde sphérique. Puis on les additionne, jusqu'à la fin. Fait qu'on a une somme d'ondes sphériques. Bien, qu'est-ce qu'on fait? De façon générale, on a nos ondes ici. On est en train de faire la somme, l'intégrale, ici, de toutes les ondes qui sont à la source. Okay? Les coordonnées R' seront les coordonnées à la source. Puis chaque onde va interférer plus loin ici. On va appeler ça à l'écran pour que ça soit plus simple. Puis ça, c'est les coordonnées qui vont être en R. Okay? Donc, on fait la somme
la somme sur la source, okay, la somme sur R', l'intégrale sur R', okay, de toutes les amplitudes avec leur phase sur R', avec un facteur en onde sphérique qui dépend du point de la source, bien sûr, et du point sur l'écran. Okay? Donc, là, pour l'instant, c'est sûr que ce n'est pas très clair, mais ne vous en faites pas. Okay? C'est ça qu'on fait dans la prochaine heure. Pourquoi est-ce que l'amplitude de l'onde sphérique diminue avec la distance, ici, qui est demandé? Alors, Vince D., a répondu que c'est parce qu'il y a un facteur 1 sur R. Pourquoi? Parce que l'énergie doit être conservée. S'il n'y avait pas de 1 sur R, tu te retrouverais avec une onde qui a un rayon de plus en plus grand. Tu ferais l'intégrale du champ électrique, le vecteur de Poynting, sur l'ensemble de la sphère, puis ça grossirait avec le rayon au carré, ce qui ne fonctionne pas. La physique demande que ça soit une atténuation en 1 sur R en champ électrique, qui va donner en 1 sur R carré en énergie, donc une énergie constante à partir de la source. Donc, ça devrait être une réponse suffisante. Je continue. Là, on s'en va vers le prochain cours. Hein? Hey, quand même à distance, je suis capable d'arriver à un cours de précisément 50 minutes. Alors, on fait un thumbs up à Daniel. Là. Donc, notre plan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire, les calculs de distance, puis les sommes des ondes sphériques, on va les faire. Puis, on va faire deux approximations. Okay? On va faire des approximations l'approximation de Fraunhofer, qui est la bonne quand c'est loin de la source. Puis on va faire l'approximation de Fresnel près de la source, parce que pour faire les calculs, il y a des approximations qui vont juste être bonnes loin de la source, puis il y a des approximations qui vont être bonnes près de la source. Mais en fait, je ne ferai pas dans le reste du cours les détails de l'approximation de Fresnel, parce que c'est assez compliqué pour vous quand vous commencez avec l'approximation de Fraunhofer. Puis, c'est suffisant pour avoir toutes les choses importantes. L'approximation de Fresnel, quand on veut la diffraction très près de la source, ça fait juste que les mathématiques sont un petit peu plus compliquées, mais c'est juste trop compliqué là, pour qu'on se concentre là-dessus. De toute façon, j'ai plein de collègues là, qui... même moi-même, je ne suis pas un champion de l'approximation de Fresnel. Donc, OK. Parce que ça sert très peu. OK. Donc... Oups, excusez. La chose que je voulais vous montrer, okay, on va voir que quand on fait la somme avec les approximations suffisantes, on va arriver que ça va être la somme, si c'est une onde plane qui est incidente, on va avoir la somme du champ électrique sur la fente avec un espèce de facteur ici qui va avoir finalement là, des points à la source en x', des points à l'écran en x. Puis ce calcul-là, on va voir en fait que ça va être, après quelques approximations, ça va être une transformée de Fourier. Okay? Fait que là, vous dites « Oh my God, OMG », ben oui, ça sera une transformée de Fourier. Donc, enfin, vous allez les utiliser pour un problème réel. Donc, récapitulation. Une onde d'étendue finie ou de front d'onde inhomogène est une onde une onde d'étendue finie ou de front d'onde inhomogène diffracte. Okay? Une onde plane ne diffracte pas. C'est la seule onde qui ne diffracte pas. Une onde sphérique, en effet, diffracte. La diffraction va changer le profil de l'intensité, le profil d'intensité de l'onde, son front d'onde ou les deux. C'est extrêmement important, ça peut changer l'intensité ou son front d'onde. Okay? Un obstacle qui bloque une onde va limiter l'intensité, donc il va nécessairement produire de la diffraction parce qu'il va limiter, il va changer la distribution d'intensité. Okay? Puis le principe d'Huygens-Fresnel, qui est que toute onde peut être représentée comme une superposition d'ondes sphériques, c'est la même chose qu'on savait un petit peu naturellement parce qu'on le savait que les ondes sphériques étaient une base complète. Le principe d'Huygens-Fresnel énonce tout simplement que physiquement, on peut remplacer des ondes, tout plein d'ondes par des sommes d'ondes sphériques. C'est quelque chose qui a été énoncé de façon physique.
mais que les ondes sphériques sont des bases, c'est un principe mathématique, et les deux disent la même chose. Donc, on va obtenir le profil de l'onde en champ éloigné en additionnant toutes les contributions des ondes sphériques avec leur phase. C'est ce qu'on fait dans le prochain cours. Je retourne aux questions. L'approximation pour une onde loin de la source, est-ce que ça revient à considérer une onde plane? Comme j'ai dit, c'est presque. On va voir que l'amplitude ne changera pas, mais c'est super important de considérer la phase. Puis elle, la phase de cette onde-là, ça ne sera pas, ça sera pas exactement comme une onde plane, puis ça a de l'importance. Puis ensuite, c'est quoi être loin de la source? Ben, être loin de la source, on va le définir justement, c'est dans les prochaines diapos. OK. Donc, maintenant, au début, c'était uniquement une introduction. On a essayé de décrire un peu c'était quoi la physique, c'était quoi qui se passait quand les ondes ont un front d'onde qui n'est pas plan ou une amplitude qui est pas constante. Donc, là maintenant, on tombe dans la viande. Là. Okay? Dans les objectifs du cours, il y a d'expliquer la diffraction et son origine physique, comprendre les conditions selon lesquelles une onde diffracte ou non. C'est la dernière heure qu'on vient de faire. Okay? C'est exactement ce qu'on vient de faire. Expliquer le principe de Huygens-Fresnel, que toute onde peut être exprimée comme une sonde d'ondelette sphérique. Ou de dire qu'une base sphérique peut décrire toutes les ondes, c'est la même chose. Donc les deux objectifs 1 et 2 pour la diffraction dans le cours sont déjà faits. J'essaie de devenir végédane. OK, alors un commentaire très pertinent ici sur Discord. On va en faire fi. OK, savoir faire des calculs de diffraction pour des profils d'illumination simples ou complets. Ah, on rentre dans la viande, d'accord. Merci. Alors, je vais tenter. On rentre dans le crunchy. Voilà, on rentre dans le crunchy. OK, on rentre dans le crunchy. C'est comme ça, ça peut être crunchy, ça peut être de la salade, un bout de gazon, un morceau de tourbe ou un bon barbecue. OK? Voilà. OK. Donc, comprendre, savoir expliquer, reconnaître la diffraction de Fraunhofer, correspond à des transformées de Fourier, c'est ce qu'on va voir. OK? Puis ensuite, savoir faire la correspondance d'échelle pour les calculs de diffraction, c'est la partie la plus importante. Okay? C'est la partie la plus importante, puis c'est ça que je vais vous apprendre, vous enseigner. Vous allez l'apprendre, moi je vais vous l'enseigner. Et savoir faire des calculs à l'ère des méthodes numériques. Oh là 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 là, la transformée de Fourier numérique, aussi connue sous le nom de Fast Fourier Transform ou la FFT, on va en parler. OK. Donc, je vous rappelle, les concepts essentiels qui se rattachent souvent à des objectifs vont être en jaune. OK? Et on a défini variation. La diffraction, c'est quoi? C'est la variation du profil. Le profil étant l'intensité ou le front d'onde ou les deux, d'une onde à la suite de sa propagation. Puis la diffraction vient de l'étendue finie d'une onde ou, dit autrement, du profil non uniforme d'une onde en intensité, en phase ou les deux. Bon, alors maintenant, il y a des vrais ou faux. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous allez m'écrire sur une ligne, là, vous allez réfléchir. Vous pouvez bien écrire si ça vous tente, mais vous pouvez écrire vrai, faux, vrai, vrai, faux, vrai, faux sur une ligne pour répondre aux 6 questions d'un coup, juste pour que je vois là qu'est-ce que vous avez bien compris. OK, donc allez-y. Tiens, attendez, je vais en profiter. Je vais changer ça, puis je vais les mettre numérotés à la place. Comme ça, et voilà. Donc, répondez-moi à ça. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour avoir de la diffraction, un obstacle physique doit être présent. Vrai ou faux? Une onde sphérique diffracte. Vrai ou faux? Pour avoir de la diffraction, l'intensité de l'onde doit changer. Ah, intéressant. Une onde avec un profil d'intensité gaussien et un front d'onde plan ne diffracte pas, car un front d'onde plan ne diffracte pas. Une onde plane provenant d'une étoile et passant dans l'atmosphère diffracte à cause de la variation d'indice de réfraction dans l'atmosphère. Et certaines ondes au front d'onde complexe, par exemple la turbulence atmosphérique, ne peuvent pas être représentées par une superposition
d'onde sphérique. Alors, j'attends quelques petites réponses. Et je bois mon café pendant ce temps. Alors, la numéro 5, 5 semble être ambigu. Alors, j'ai des faux vrais. Oh, j'ai un petit peu de tout. En fait, c'est quoi les réponses? Il faut que je réfléchisse moi-même. Bon, alors j'ai eu plusieurs réponses. On va les attaquer de front. Okay, je vois en fait qu'il y en a une qui semble causer plus de problèmes, qui est la numéro 5. Alors, on y va. OK, ici. Donc, les réponses. Pour avoir de la diffraction, un obstacle physique doit être présent. Vous le savez que c'est faux parce que ça fait 1 heure que je le dis. OK? L'important, c'est qu'on ait un front d'onde qui n'est pas uniforme. OK? Parfait. Une onde sphérique diffracte, c'est vrai, parce que je l'ai dit, puis on le sait, on le voit, hein, le front d'onde change, ça reste une sphère ou un cercle, mais le rayon change. Donc ça diffracte. Pour avoir de la diffraction, l'intensité de l'onde doit changer. Hein? Ça, j'ai eu des faux, j'ai beaucoup de faux. J'ai quelques vrais, OK? J'ai quelques vrais quand même, on dirait, ouais, j'ai des points d'interrogation même. Donc, la question ici, ce que ça dit, c'est si j'ai une onde qui arrive, puis qui frappe, par exemple, un obstacle qui va uniquement changer la phase. OK? Il va uniquement changer la phase. Bien, l'intensité de l'onde, tout de suite après, ne changera pas. OK? Mais la phase, elle, va changer. Puis, c'est suffisant. Si la phase est plus homogène, ben, il va y avoir de la diffraction. Okay? Ensuite, une onde avec un profil d'intensité gaussien et un front d'onde plat ne diffracte pas, car un front d'onde plat ne diffracte pas. Ben, je rappelle, okay? Un front d'onde plan, c'est le front d'onde. Okay? C'est pas une onde plane. Un front d'onde plan, c'est le plan imaginaire qui passe par tous les points d'intensité, de phase identique. Excusez. Puis le front d'onde peut être plan, mais l'intensité par-dessus ce profil peut avoir un profil gaussien, par exemple. C'est ce qu'on va voir. Okay? On va en voir plein d'autres. Puis on va voir même à un obstacle, le front d'onde est souvent plan. Mais clairement, l'intensité ne sera pas uniforme de moins l'infini à plus l'infini parce qu'il y a un obstacle. OK? Ah, maintenant, ma préférée. Okay? Une onde plane provenant d'une étoile et passant dans l'atmosphère diffracte à cause de l'inhomogénéité d'indice de réfraction dans l'atmosphère. Okay? La question qui est ici. En fait, cette question-là, c'est exactement la même que la troisième ici. Okay? Parce que l'onde plane l'onde plane, c'est clair. Donc, si ça vient d'une étoile, OK, tantôt quelqu'un demandait est-ce que c'est quoi loin? Ben, une étoile, je peux vous le garantir, c'est loin par rapport à une longueur d'onde. OK, donc, l'étoile nous envoie des ondes planes. Ça, c'est sûr. OK, c'est des ondes planes. Ben, l'onde plane qui passe dans l'atmosphère, il va y avoir des nuages qui absorbent. Des nuages. Il va y avoir des courants d'air, ça c'est sûr. Il y a des courants d'air qui vont changer l'indice de réfraction. Il va y avoir des pochettes d'indices de réfraction qui ne sont pas pareilles partout, qui ne sont sûrement pas uniformes. Ben, ça va faire que l'onde va diffracter. Puis, parce que le front d'onde ne sera plus plan. Okay? L'intensité de l'onde va rester essentiellement la même, mais le front d'onde ne sera plus plan. Okay? Il va y avoir des bouts qui vont être ralentis, des bouts qui vont être accélérés. Puis là, les gens commentaient sur le canal général, mais est-ce que vous connaissez ça? Il y a quelqu'un ici qui dit, pourquoi c'est pas uniquement de la réfraction? Bien, en fait, vous allez un peu voir que la diffraction puis la réfraction, c'est en fait la même chose.
Mais la diffraction, quand on parle de diffraction, on va parler de la réorganisation d'une onde, OK, due à des variations. Mais ça reste qu'à la base, le phénomène physique à la base de tout ça, c'est la variation à cause des changements d'indice ou à cause des obstacles en intensité. La réfraction, c'est uniquement les changements d'indice, mais dans la diffraction, on va inclure aussi qu'on peut réarranger l'intensité. Okay, donc, c'est un peu les mêmes choses, mais la diffraction, c'est plus général, puis ça considère la propagation complète d'une onde, pas juste un rayon dans un matériel transparent. OK. Pour l'onde plane qui provient d'une étoile qui diffracte, est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à me dire que les gens vont construire pour compenser la réfraction dans l'atmosphère quand ils font de l'astrophysique? J'attends encore. Donc, qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour... Oh, il y a Dame Dame ici. Un miroir, ben voilà, Étienne et Dame Dame, qui est Étienne GPH, qui disent un miroir qui change la forme dans les télescopes ou l'optique adaptative, un miroir déformable. Ben, ces choses-là, en effet, c'est exactement ce que les gens font. Okay? C'est de la recherche plus avancée, mais c'est aujourd'hui quand même assez pratique. C'est que on va faire un miroir déformable qui va ramener le front d'onde d'une onde qui arrive d'une étoile pour le remettre droit, parce qu'on le sait qu'il devrait être droit. Okay? C'est assez clair. La réponse, c'est clair que le front d'onde qui arrive de l'infini, il devrait être droit, donc il devrait être plan. Donc, quand on a une onde qui arrive, on peut mesurer les perturbations. Ça se fait, il y a plein de façons de le faire. Puis, on peut compenser puis obtenir des images des étoiles qui vont être essentiellement parfaites si on est capable de corriger le front d'onde de façon parfaite. Puis, le dernier, okay, donc l'optique adaptative puis en astrophysique, ben, c'est de l'optique. C'est de l'optique, puis c'est de l'optique avancée, puis essentiellement, on fait le contraire de la diffraction. Donc, si vous voulez faire de l'astro, vous devez faire de la diffraction. Puis, certaines ondes au front d'onde complexe, par exemple, dues à la turbulence atmosphérique, ne peuvent pas être représentées par une superposition d'ondes sphériques. Non, mais quand même, il faut quand même dire faux, même si quelques personnes ont dit vrai. C'est toujours vrai qu'on peut avoir que tous les ondes peuvent être décrites comme une somme d'ondes sphériques. Bon! On continue, on passe à l'attaque. Le plan pour aujourd'hui, okay? On n'aura pas le temps de se rendre au bout, okay? Parce qu'on ne va pas très vite, mais on va faire le régime de Fraunhofer. On va définir le régime de Fraunhofer puis de Fresnel. On va faire les différences conceptuelles entre les deux, puis on va déterminer le fameux critère de sélection pour dire quand est-ce qu'on est proche, quand est-ce qu'on est loin. Donc, tantôt, quelqu'un a demandé, bon, ben, ça va être quand... Le facteur, ça va être quand la surface de la fente ou la surface de l'obstacle divisé par la longueur d'onde est plus grand que la distance, plus petit, excusez-moi, que la distance qui m'intéresse. Donc, ce matin, on va définir les régimes, puis ensuite, on va tomber dans la diffraction de Fraunhofer. On va faire la diffraction pour une fente rectangulaire et pour une ouverture circulaire, qui sont les deux les plus importants, puis vous allez voir pourquoi ça va revenir. Donc, on commence avec le régime qui va nous intéresser. Okay? Quand on va toujours utiliser le même langage, on va toujours utiliser la source S. L'obstacle, on va prendre un grand sigma. Puis l'écran, qui est le point où je m'intéresse à lire le champ, à mesurer le champ, ça va être petit sigma. Okay? Donc, là, pour l'instant, ça, c'est la description des endroits, mais qu'est-ce qu'on a besoin? Okay? Bien sûr, on a besoin d'une source. Okay? Il y a une source qui a une certaine longueur d'onde à un certain point ici. Puis elle, on veut qu'elle nous donne un onde plane sur la fente ici.
OK? Ça, c'est assez important. Fait qu'on veut que notre source soit loin de l'obstacle. Ça, c'est la première chose. Donc, loin étant A ou A, si A, c'est la largeur de la fente, ben, on veut que la source ici soit, entre guillemets, loin, c'est-à-dire plus loin que A carré divisé par lambda de l'obstacle. Ensuite, il y a deux régions qui vont nous intéresser, mais il y en a vraiment juste une qu'on va faire dans le cours. Si on s'intéresse au champ à une distance qui est plus petite que A carré sur lambda, ça va définir la région de Fresnel que nous ne ferons pas dans ce cours. Okay? Parce qu'il y a une approximation qu'on ne peut pas faire. Puis ça rend les mathématiques un petit peu trop compliquées. Puis comme je vous disais, au fil des années, je le sais que la diffraction de Fraunhofer seule, c'est suffisant pour toutes les choses que vous aurez besoin de faire. Alors que quand on est au-delà de la zone de Fresnel, ben on tombe dans la zone de Fraunhofer, qui est aussi appelée la diffraction dans les champs lointains ou la diffraction à l'infini, etc., etc. Donc, là, c'est ça qui va nous intéresser. Okay? Ici, on veut que la source soit le plus loin possible, puis on veut que notre écran soit aussi le plus loin possible. Parfait. Donc, si les distances entre la source et l'obstacle et entre l'obstacle et l'écran sont toutes les deux supérieures à A carré sur lambda, on est en diffraction de Fraunhofer. Il n'y aura rien d'autre dans ce cours. Okay? Il n'y aura que de la diffraction de Fraunhofer. OK, Fraunhofer. Voilà, comme ça. Je le dis même dans le Discord. OK? Alors, c'est assez clair. Il n'y aura que ça parce que on en aura suffisamment plein notre chapeau pour se démêler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Okay? Qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Ça veut dire que ce qui nous intéresse présentement, c'est que le front d'onde incident sur l'ouverture est toujours un front d'onde plan. Okay? Ça c'est très important. Puis, en fait, c'est ça. Le front d'onde incident sur l'ouverture est plan et le front d'onde sur l'écran est aussi plan. Okay? Dans les calculs, ça va ressortir. Okay? Mais ce qui va nous intéresser, okay, vous allez le voir, okay, là, présentement, ça a l'air un petit peu de sortir de nulle part, là, mais mathématiquement, ce que ça va nous donner, c'est que la phase en tout point va être linéairement reliée à la position sur l'ouverture. Vous allez le voir quand on va faire le calcul. Okay? Mais c'est pour ça que, vu que c'est linéaire, ben, c'est plus simple parce que c'est une transformée de Fourier directe sans facteur de phase. Ça, c'est la réponse complète. Mais ce que vous allez voir, les mathématiques sont plus simples. OK, voilà. Donc, on veut que le front d'onde sur l'ouverture soit plan, puis que le front d'onde sur l'obstacle soit aussi plan. Ben, il y a quand même on peut le faire d'une façon qui est pas nécessairement en mettant les objets à l'infini. OK? Parce que vous comprenez que si je prends ma source, puis je veux la mettre le plus loin possible, ben je vais perdre de l'énergie hein, quand même. C'est assez clair. Parce que ma source va être tellement loin, puis mon trou est tellement petit, ici, le trou de l'obstacle est tellement petit, que finalement, j'aurai presque pas d'énergie. Fait que ce que je peux faire, c'est que finalement, je peux mettre ma source quand même assez proche, mais avec une lentille. Okay? Je mets une lentille ici, puis la lentille va collimer ce qui vient de la source, donc ça devient une onde plane. Là, j'ai dit une onde plane, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ça devient une onde au front d'onde plan. Okay? C'est pas une onde plane ici. J'ai pris un point, puis je l'ai collimé. Okay? Je l'ai mis au point focal de ma première lentille, puis ça va me donner un front d'onde qui est essentiellement plan, mais qui n'est pas une onde plane, parce que la lentille ici, là, elle a une ouverture limitée. Hein, elle est notre aperture stop, notre diaphragme d'entrée. Ce qui sort ici, c'est clairement pas une onde plane, même si le front d'onde est plan. Le front d'onde est plan, mais l'amplitude ici, c'est 0. Mais c'est pas grave, parce que c'est suffisant pour remplir la fente que j'ai ici. Okay? Fait que là, ma fente a été illuminée, en effet,
par une onde au front d'onde plan. Puis pour tout ce qui est, pour essentiellement tout ce que ma fente voit ici à l'obstacle, ben j'ai une onde qui est essentiellement plane, dans le sens où, même si ça continuait à l'infini, ça ne changerait rien pour ça ici. Donc, j'ai une onde uniforme avec un front d'onde plan, ce qui est suffisant. C'est la même chose, ça donne exactement le même résultat sur ma fente qu'une onde plane. Donc, parfait, la condition est remplie. Puis, on voudrait que l'objet soit, que l'écran soit le plus loin possible. Ben, c'est sûr que si je le mets loin, encore une fois, je vais avoir des problèmes parce que j'aurai pas grand-chose, j'aurai pas beaucoup d'énergie qui va arriver à l'écran. Ben, on peut faire la même chose. On peut mettre une lentille qui est à une distance focale de l'écran. Puis, à ce moment-là, on va remplir les conditions. Puis, parce que ce que la lentille fait, c'est comme ramener ce qui est à l'infini, elle ramène au plan focal. Okay? Donc, en mettant une lentille ici, puis en mettant un écran à une distance focale, ben, on se retrouve avec à remplir les conditions de la diffraction de Fraunhofer avec des distances qui ne sont pas infinies. Puis ça fait qu'avec ça, on peut 100% utiliser pour de vrai, étudier pour de vrai la diffraction de Fraunhofer. Là, maintenant, j'ai une question qui vient d'apparaître sur Discord. Alors, je m'en vais la voir. OK. Pour que le système source-lentille fonctionne, faut-il que l'image de la source au travers de la lentille soit une distance plus grande que lambda A carré? Je relis parce que c'était pas simple. Pour que le système source-lentille fonctionne, okay, source, lentille fonctionne. Faut-il que l'image de la source au travers de la lentille soit une distance plus grande que la... Non. Non, voilà. Okay. L'image de la source, si je mets la source au point, si je mets la source au foyer de la lentille, en fait, l'image de cette source-là va être à l'infini. Okay? Dans ce montage, quelle est l'intensité observée sur l'écran? Ah ben là, dans le cas ici, on va le voir plus tard, là, mais vous allez voir. Là, pour l'instant, non, ça sera pas ça va être un phénomène de diffraction. J'y reviens. Okay? Mais donc, la source qui est ici est à une distance focale, puis son image, vraiment, serait à l'infini. Okay? Mais on peut mettre la lentille proche de la fente et on remplit les conditions pour la diffraction de Fraunhofer. OK, ça suffit. Donc, OK, il y a deux façons de voir le même montage. OK? On va voir que on peut dire que la source est le patron. Okay? La source est le patron. La source ici est le patron. Okay? On peut dire qu'ils sont collimés puis que les fronts d'onde sont plans. En optique géométrique, la source et l'écran sont des plans conjugués. Okay? La pupille de sortie limite l'image. En fait, ce qu'on va voir, c'est que la transformée de Fourier de la pupille de sortie donne le patron de diffraction, ici. Okay? Ici, là, ça ne me semble pas très, très clair. En fait, même quand je le dis, ça ne me semble pas très clair. Donc, on va se concentrer sur l'essentiel. Okay? Dans ces conditions, nous avons de la diffraction de Fraunhofer et on va pouvoir, à mesure qu'on va travailler avec ça, voir qu'il y a différentes interprétations physiques qui vont revenir finalement au même. Puis c'est ça qui compte. OK, parfait. Fait que là, on va en calculer. Définir collimé. Oui. On me demande ici, est-ce qu'on pourrait définir collimé? Quand on parle ici, okay, quand la source est à une distance, un front d'onde qui est collimé, une onde qui est collimée, c'est une onde qui a un front d'onde qui est essentiellement plan. Donc, la source qui est ici est à une distance focale de la lentille. Donc, ce qui sort va imager à l'infini. Hein, ça va être imagé à l'infini. Donc, le front d'onde ici va être plan. Puis ici, le front d'onde qui est ici tout de suite après l'obstacle, OK?
on peut l'imaginer comme une somme de fronts d'onde plans. Fait que ces fronts d'onde-là sont collimés, mais quand ils rentrent dans une lentille, ils vont être une onde plane qui rentre dans une lentille va être focalisée au point focal, donc va être focalisée sur l'écran. Donc les rayons collimés sont ici, entre la lentille puis l'obstacle, puis entre l'obstacle puis l'autre lentille. OK. Donc, là, on va se lancer dans les calculs. Okay? Le plus important, c'est de tomber dedans. Je m'en vais voir s'il y a des questions. La transformée de la pupille de sortie, quelle fonction est liée à la pupille de sortie? Je ne peux pas répondre pour l'instant à Wildelum parce qu'on va falloir faire les calculs en premier. Donc, pour l'instant, on attend. Okay? On attend. Je fais juste vous annoncer tout de suite pour pas que vous fassiez un saut puis pour vous vendre le punch un petit peu. OK. Donc, on va commencer par faire des calculs pour des petites sources discrètes. Okay? On va commencer en faisant des sources plein de quelques sources d'ondes sphériques, puis on va les additionner. Puis là, on va faire le calcul avec des sources qui sont séparées par une certaine distance, puis après ça, on va faire le cas général. Le cas général en faisant un profil d'amplitude quelconque pour avoir le patron complet. OK? Donc, fait que là, on commence. On tombe dans le premier cas. Pour l'instant, là, comprenez que j'ai pas vraiment d'obstacle hein, dans ce que je dessine ici. J'ai juste mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 sources okay, qui sont des ondes sphériques. Puis, ils ont toutes évidemment la même longueur d'onde, puis ils sont toutes en phase sur le plan ici. Puis moi, je m'intéresse à l'interférence de ces ondes-là ici. Okay? Je veux savoir qu'est-ce que ça va donner dans une direction donnée. Donc, ce que je fais, c'est exactement ce que j'ai dit tantôt. Okay? On va faire la somme du champ électrique en chaque point. Okay? Fait que je vais prendre le champ électrique ici, qui est E0, on va dire. Puis là, ça me donne une onde sphérique. Ici, j'en ai une autre qui va me donner encore une onde sphérique. Puis encore une autre ici qui va me donner une onde sphérique. Puis là, entre les deux, il n'y a rien. C'est vraiment une onde, rien, une onde, rien, une onde, rien, okay, ou une source, rien, une source, etc. Fait qu'on a nos 7 ondes sphériques qui sont ici. Puis, on va les additionner ici. Ben, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne quand j'additionne mes champs électriques? C'est notre plan. Okay? On veut compléter le calcul ici avec la situation très précise qui est ici pour obtenir le patron. Okay? Donc, juste avant, on va prendre une petite pause. Okay? Si on veut le champ électrique, là, ici, là, je travaille avec depuis tantôt, je fais E à la I KR moins oméga T. Ici, il y a E à la I KR moins oméga T. Est-ce que je suis en train de dire que le champ électrique est complexe? Qu'est-ce que ça veut dire? Okay? Moi, ce qui m'intéresse à la fin, là, c'est quoi? Est-ce que je veux la partie réelle, je veux l'amplitude, je veux... si je fais mon calcul ici, là, si je fais mon calcul qui est ici, je peux me retrouver avec un calcul là, qui va avoir des chiffres imaginaires là-dedans. Là. C'est pas mal certain. Là. De façon générale, il peut en avoir. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais ici? Là? Moi, je vais m'intéresser à ce que ça donne à l'écran. Est-ce que je vais prendre la partie réelle, l'amplitude? Je vous laisse taper vos réponses sur Discord. Fait qu'on veut l'intensité, oui, ce qui n'est pas faux, mais l'intensité, comment je vais aller la chercher là avec... Mais là, l'amplitude, il y en a qui me disent ça prend l'amplitude. Oui, mais l'amplitude, c'est défini comment, l'amplitude de cette chose-là ici, là? Moi, j'ai mon amplitude, c'est bien beau, mais là, elle est imaginaire. Fait que là, comment je fais pour aller chercher l'intensité? Si quelqu'un vient de me dire, je fais E fois son complexe conjugué, plusieurs semblent approuver, 3 personnes au moins. Alors, j'ai au moins encore 3 personnes sur le stream. 4, c'est bien. 5, oh, 7, 8. Ah mon Dieu, je suis sur le bout de ma chaise. OK, donc, oui, ce qu'on veut, nous, ce qui va nous intéresser, OK, je vous rappelle
qu'au début, quand on a commencé à définir le problème, okay, on a dit que on allait toujours traîner les ondes en faisant E à la I oméga t moins kx. Okay? On traite ça comme un nombre complexe, puis on arrête par habitude, parce qu'à un moment donné, il y a des limites, là. Mais ce qu'on veut toujours dire, c'est que c'est la partie réelle de cette chose-là. Okay? C'est la partie réelle qui nous intéresse. Okay? Puis ça dépend des conventions. Il y en a qui vont prendre la partie réelle, il y en a qui vont dire ça plus son complexe conjugué, qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a un facteur 2 entre les deux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on on arrête simplement d'écrire partie réelle, parce que sinon on écrirait partie réelle tout le temps. Puis ça devient un abus de langage. On va dire la partie complexe ou la phase. Ben, on le sait que quand on l'écrit sous la forme d'Euler avec E à la I quelque chose, ben c'est la phase de notre onde, parce que c'est ça ici, c'est la partie là qui est ici dans notre onde. Okay? Donc, on ne le répète pas. Si on voulait juste le champ électrique, on ferait la partie réelle. Puis, si on veut l'intensité, ben, on peut faire la partie réelle de la fonction fois la partie réelle de la fonction, mais ça va nous donner, c'est plus trop compliqué pour rien. Si on fait juste E fois E complexe conjugué, ça va automatiquement nous donner l'amplitude au carré du champ électrique, ce qui est l'intensité, donc c'est ça qu'on fait. Okay? Donc, il faut se rappeler que on travaille avec des nombres complexes. Ça ne veut pas dire que les ondes sont complexes. C'est un outil parce que c'est bien plus facile multiplier des exponentielles que multiplier des sinus et des cosinus. Hein? D'ailleurs, si vous voulez voir comment c'est difficile, compliqué et inutile, allez lire le HEC. Okay, pour voir comment multiplier des sinus et des cosinus. Au contraire, si vous voulez voir comment les vraies personnes travaillent, allez voir le Salé et Tech, puis vous allez voir qu'il fait tout en notation complexe. Bon, commentaire passé. OK. Oui, shots fired, en effet, j'approuve. Donc, OK. Fait que là, c'est le temps de le faire. OK? Puis là, juste pour le faire, on va... Heck a pris la peine de le faire une fois avec des nombres complexes, alors on va le prendre. OK. Des sommes d'ondes sphériques et de même amplitude. OK. Alors, supposons que j'ai ici j'ai mes ondes qui ont toutes la même amplitude et la même phase, puis sont séparées par une certaine distance d. OK. Ben, donc, vous voyez, l'amplitude et le champ électrique sont identiques. L'amplitude sont les mêmes. Puis les phases, regardez bien ici, là, c'est pas facile à suivre des mathématiques, encore moins en ligne, mais je vous le fais pareil. OK? Nous, on s'intéresse à la propagation de ça à une certaine distance ici. Là. Moi, je suis intéressé à l'écran, mon écran qui va être ici. Donc, lui, ici, pour se rendre à un point donné, il va se propager une distance R1, lui va se propager une distance R2, lui va se propager une distance R3, R4, R5, etc., etc. Okay? Donc, il faut bien comprendre qu'on a positionné chaque source à une position R. Hein, vous voyez ici, là, R, 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 R. Okay? C'est toute la même, mais pour la phase, c'est le vecteur d'onde K fois R1, qui est la distance entre la source 1 et le point qui m'intéresse. Après ça, il y a R2, qui est la distance entre la source 2 et le point qui m'intéresse, etc., jusqu'à la source N. Okay? Donc, j'ai une somme d'ondes qui ont toutes les mêmes amplitudes, okay? E0, 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 mais qui n'ont pas tout à fait la même phase ici, parce que c'est le même K, c'est le même oméga, c'est le même T, mais c'est pas le même R1, c'est pas le même R, excusez-moi, parce que si je m'intéresse à tout ce qui va ici à un angle θ, hein, regardez bien, on voit l'angle θ,
OK, donc, tout se propage à un angle θ ici. Bien, vous voyez que la source 1 qui est en haut va se propager une plus petite distance pour se rendre. Sur le dessin ici, OK, la source R1 va être en avance sur la source R2 parce qu'il y a une petite différence de chemin ici entre les deux. OK? Puis là, peut-être, puis avec l'autre ici, on va avoir le double, puis le triple, puis le quadruple, puis le quintuple, puis le sextuple de distance. OK? Parce qu'il y a une petite différence ici qui est tout petite qu'on peut voir sur le dessin. Ici, il y a le double, hein, un petit peu de géométrie. OK? Puis vous allez voir ça ici, c'est d sin θ, mais ça, on va le voir dans 3. Ah, ben, quand il est écrit ici. OK? Puis donc, la petite distance, la petite différence, c'est d sin θ. Là, peut-être que j'en vois qui se préparent à taper dans Discord, puis de dire, hey, attention, là, mais là, si on est loin, là, la petite différence d sin θ est négligeable. Hein, est négligeable. Donc, pourquoi on la considère? Alors, j'aurais besoin que quelqu'un commente puis essaye de m'aider à dire pourquoi est-ce qu'on prend notre temps pour considérer cette petite affaire-là qui est peut-être bien d sin θ. Si mes sources sont très proches, je me retrouve que ça peut être une fraction de longueur d'onde. Ah, ici, il y a Mar qui dit c'est le déphasage qui est important. Mar, il est su à la coche. Okay? C'est exactement ça. Le déphasage. Okay? Le déphasage, le terme ici en E à la I θ, hein, parce que c'est un θ, K fois R, okay? C'est le terme qui est le plus important parce qu'une toute petite différence dans R1 ou dans R2 moins R1 ou R3 moins R1, etc., une toute petite différence de rien du tout va vraiment changer quelque chose. Parce que là, ici, c'est E à la I K, 2pi. Hein, K, c'est 2pi sur lambda, puis lambda est tout petit. Donc, c'est Mar, ok, excusez. Donc, ici, on va se retrouver avec des changements de phase qui vont peut-être être petits, mais qui vont avoir une grosse différence. Oui, c'est vrai, on assume les genres ici. Alors, oui, excusez. Alors, je vais dire il et elle. Merci. Je vais faire un petit bonhomme, là, un petit bonhomme déçu, là, un petit bonhomme gêné. Tiens. Alors, voilà, je suis désolé pour Mar. Je suis désolé pour faire... voilà, j'ai de la peine. Voilà. D'ailleurs, je vous annonce, je suis non-genré, là, alors appelez-moi plus monsieur, appelez-moi chose. OK. On passe maintenant à la deuxième partie du calcul. OK. Ici, on va avoir le changement de phase qui va être ici. On a E à la I K R1. Puis on va avoir la différence R2 moins R1, R3 moins R1, Rn moins R1. On peut reprendre, OK? On peut reprendre les différences qui sont sur l'écran ici, là, une fois, deux fois, trois fois. Puis si on met en évidence KR1, on se retrouve avec les différences. Puis les différences sont toutes les mêmes, OK? Fait que si on définit que la différence ici, c'est delta, OK? Si on définit que c'est delta, comme ça ici, bien on va se retrouver avec une somme qui a de l'importance, c'est ça qui a de l'importance. Okay? Le seul but, là, tout ce que je veux, c'est me rendre à la fin ici. Okay? Mais donc, on a mis en évidence l'amplitude, on a mis en évidence E à la I oméga t, puis on a un facteur KR1 qui est constant pour tout le monde, puis après ça, on a 1 plus E à la I delta, plus E à la I 2 delta, puis 3 delta, hein, ou E à la I delta au cube, etc., etc. Puis cette série-là, en fait, vous l'avez appris, c'est une série comment? Je laisse les gens commenter pendant que je continue de parler, mais E à la I delta, E à la I delta carré, E à la I delta cube, etc., etc. Ça s'appelle comment, cette série-là? Une série géométrique, tout à fait. Puis la somme d'une série géométrique, vous l'avez appris, vous le savez que c'est le terme de base. C'est le terme de base x, OK, E à la I delta dans notre cas, x à la n-1 divisé par x-1, c'est la somme de cette série-là qui a n-1 termes. Vous le saviez, vous vous en rappelez par cœur. Vous l'avez déjà appris. Ce n'est pas particulièrement difficile à prouver, mais là, si j'avais un tableau, je le ferais, mais là, je ne l'ai pas. OK?
Les 3 matheux ont répondu. On approuve. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire qu'ici, on se retrouve avec une somme. OK? Oui, elle est à n termes, en effet, mais le dernier a un exposant n-1. Merci de me reprendre. Fred, qui... voilà. D'accord. On continue. Donc, on a ici notre premier terme avec une somme. Ce qui est important, c'est on continue la somme au complet. OK, là, je vais aller en bas là, parce qu'il ne faut pas se perdre dans les mathématiques. OK? Ce qui est très important, c'est qu'il y a une somme ici qui a un terme relativement, on va dire, compliqué, qui dépend de la phase entre mes petites sources, qui a n sources. Donc, si j'ai une source, 2 sources, 8 sources, 1000 sources, ça va changer le terme qui est ici. Puis si le delta change, ça va aussi changer la phase qui est ici. OK? Donc, on continue. OK? On va de l'avant, OK? Parce que c'est ça qui est important. OK? On va aller faire le développement au complet, là, parce qu'après ça, il nous reste un petit terme tannant. Il y a le petit R1 là, ici là, qui est un petit peu tannant. On continue le développement, puis ce qu'on fait, c'est qu'on va dire que la distance, okay, la distance moyenne à partir du centre de mon obstacle, okay, à partir du pas de mon obstacle, mais de mon ensemble de sources, on va prendre la distance moyenne pour le facteur général. Okay, le facteur général ici, au lieu de prendre R1, R2, R3, R4, on va juste prendre le R moyen. Okay, qui est écrit ici. Puis, on va avoir un petit facteur de phase en avant général. Okay, lui, c'est un facteur général. C'est un chiffre fois un gros chiffre. Puis, il oscille dans le temps parce que c'est une onde. Okay? Mais après, il y a le facteur d'interférence qui est le plus important ici, qui est sinus n delta sur 2, sinus divisé par sinus delta sur 2. Okay? Puis, si on veut l'intensité de cette chose-là à l'écran, ben, on fait le E fois son complexe conjugué, puis ça nous donne I0 sin carré ça divisé par sin carré delta sur 2, où delta est, je répète encore, okay, K, qui est 2pi sur lambda, D, qui est la différence entre mes sources ici, puis delta, θ. Ah, pourquoi θ? Okay, pourquoi θ? Parce que je regarde ça ici, je regarde à un θ donné. Okay? Ça ici, ça me donne, l'expression qui est ici me donne l'intensité en fonction de l'intensité constante et d'un delta qui dépend de θ. Donc, si je regarde à θ égale 90 degrés ou 45 degrés ou 10 degrés ou 5 degrés, ben j'ai une expression ici qui me donne le patron de diffraction en fonction de l'angle. OK? Fait que là, on va aller le regarder. On va aller le regarder de quoi ça a l'air, ça. OK? Fait que là, j'ai fait un petit script MATLAB. OK? Je voudrais m'excuser, OK? Je devrais le refaire en Python. D'ailleurs, vu qu'on a le temps cette semaine parce que vous n'avez rien à faire, vous allez me le refaire en Python, je vous le garantis. OK? Go Python. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive quand, Sam 3 qui vient de pogner le coronavirus puis qui vomit? OK? Donc, on revient. OK? On se concentre et tout le monde, on s'éloigne de Sam 3, s'il vous plaît. OK? Il ou elle semble malade. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? OK? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de vous montrer la fameuse fonction qu'on vient juste de faire. OK? Sin carré n delta sur 2, sin carré delta sur 2. OK? Puis delta, encore une fois, est égal à kd sin θ. Donc, si moi, je m'installe, je suis à ma fente, puis je regarde en fonction de l'angle. OK? Fait que là, ici, j'ai tracé, si vous voyez à l'écran, j'ai tracé 10 sources avec une longueur d'onde de 0,6 microns avec des sources séparées de 0,1. Ça ressemble beaucoup à un signe cardinal. Ça ressemble beaucoup à un signe cardinal. OK? Mais j'en dis pas plus. OK? On va y revenir. Okay? Vous allez voir que ça va finir en signe cardinal quand on va faire une fente carrée. C'est normal parce que ça va être la généralisation de ça. Okay? Donc,
on regarde la partie à gauche en haut ici. J'ai 10 sources, une longueur d'onde de 0,6, puis une distance entre mes sources de 0,1. Fait que si je regarde ici, c'est en radians. Donc, tout droit, j'ai un maximum d'intensité. Pas très surprenant, toutes mes sources interfèrent constructivement. Puis quand je me tasse tranquillement en angle, okay, je vous rappelle que c'est en radians, donc ça arrête ici à 1,57. Okay, ça ici, c'est 90 degrés. Donc, ça ici, je me retrouve avec, ça va diffracter quand même. Okay, le patron va me donner quelque chose qui a quand même une grande largeur en θ, puis ça va tomber à 0 à environ un demi-radian, puis ça va remonter. Il y a une question, je prends une petite pause. C'est pas parce que la transformée d'une fonction porte, c'est un sinc. On n'est pas encore rendu là, cher Fred, mais ça va être ça. OK? Mais de dire que la diffraction va être la transformée de Fourier d'une fonction porte ou de Heaviside ou fonction porte, que c'est un sinc. La vraie chose, c'est qu'on va voir que les mathématiques, la physique puis les approximations nous amènent à reconnaître que c'est une transformée de Fourier. OK? Parfait. Donc, tout ce que vous avez appris sur les transformées de Fourier, vous allez pouvoir l'utiliser. OK, mais là, je veux passer ici. Fait que ça, c'est une petite fente que j'ai à gauche. Puis ça, vous voyez, ça fait une grande étendue en θ. OK? Donc, un petit trou va faire une diffraction qui est plus grande parce que ça va s'étendre sur des θ qui vont jusqu'à des fractions, genre un tiers de radian. Maintenant, si je fais une fente plus grande, hein, qu'est-ce qui arrive? Si vous prenez vos doigts, là, par exemple, là, puis vous regardez là, dans vos doigts, là, entre vos deux doigts, vous collez vos deux doigts, là, puis vous essayez de regarder au loin, on le voit un peu qu'il y a de la diffraction. Mais quand les doigts sont très éloignés, il n'y a pas tant de diffraction que ça. Fait que si j'éloigne les... au lieu de... Là, j'avais 10 sources séparées ici. J'ai 10 sources séparées par 0,1. Ça veut donc dire que j'ai finalement des sources sur 1 micron, sur 10 fois 0,1. OK? Fait que là, si ici je mets 20 sources à une même distance de 0,1, j'ai une source qui est plus grande. Elle est rendue de 2 microns. OK? Parce que je travaille en microns. 0,6 c'est en microns, 0,1 c'est en microns, tout est en microns. OK? Donc, quand je fais ça, là, ma source est plus large. Puis là, ce qui arrive, c'est que la source va s'étendre moins en θ. Okay? La source en θ est moins large. Ça ici, c'est moins large que ça ici. Puis plus j'en rajoute, 20, 50 et 100, là, ma fente est de plus en plus large. Qu'est-ce qui arrive? C'est l'intensité est essentiellement, elle diffracte de moins en moins parce que tout est concentré proche de θ est égal à 0, c'est-à-dire tout droit, okay? Contrairement aux fentes qui sont plus petites où l'intensité va se distribuer sur un plus grand angle comme ça ici. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que si la source ici est petite, hein, l'ensemble de la source, on va dire l'obstacle ou l'ensemble des sources, s'ils sont rapprochés, ça va avoir tendance à faire une tache qui se disperse ou qui diffracte rapidement en θ, alors que si j'en ai beaucoup étendu sur une très grande distance, ben là, ça va me donner quelque chose qui va diffracter moins, puis qui va rester autour d'un même θ. Ici, ça diffracte très peu parce que tout va dans la direction θ. OK? Donc, oui, ben là, c'est ce que je viens de dire ici. Hein? Un pic, une séparation plus petite que lambda va donner un pic seulement. Ça, vous allez explorer avec ça. Je vais vous donner un petit devoir, tiens, pour vous garder occupé pendant la semaine. Okay. La largeur du pic dépend inversement du nombre d'oscillateurs. J'ai pas insisté là-dessus, là, mais il était ici. Okay. C'est que finalement, si j'ai 10 sources, là ici j'ai un pic ici qui va à 10 au carré.
Si ici, j'ai mis 40, j'ai mis 20 sources, vu que je fais la somme des champs électriques au carré, bien ici, ça donne 400. Donc ici, c'est beaucoup plus intense que ça, mais ce n'est pas parce qu'ils sont plus étendus, c'est juste parce que j'ai plus de sources. OK? Puis ici, ça monte encore, et ça monte encore, et ça monte encore. OK? Parfait. Puis, l'important pour l'échelle d'espace, ce qui va nous intéresser tout le temps, c'est toujours la distance par rapport à lambda. Qu'est-ce que je veux dire? C'est regardez, si vous regardez ici, le delta, là, il y a la distance entre mes sources, mais c'est multiplié par 2pi divisé par lambda, parce que ça ici, c'est 2pi sur lambda. Donc 2pi, bon, c'est un chiffre, c'est un nombre, hein, environ 6. Puis d sur lambda, ben c'est ça qui va compter, parce que le sinus ici, ça, c'est où on regarde en fonction de θ, mais le chiffre important qui va faire que ça va bouger rapidement ou pas rapidement, c'est le KD ici qui est important, fait que c'est la distance divisée par la longueur d'onde qui va vraiment compter puis qui va être le facteur important. Je prends une petite pause pour regarder une question qui m'est posée. Je trouve contre-intuitif que les pics soient de moins en moins larges lorsqu'il y a de plus en plus de sources. C'est parce que il faut, je suppose que la question est intéressante pour tout le monde, c'est que présentement, j'ai toujours gardé que la distance entre mes sources était de 0,1 micron, 0,1 micron, 0,1 micron et 0,1 micron. Donc, quand j'ajoute des sources, 10 sources, 20 sources, 50 sources, bien, ça fait que ma fente, ici, elle a 10 fois 0,1 qui donne 1 micron, mais ici, 20 fois 0,1 me donne une source de 2 microns, puis ici, de plus en plus large et de plus en plus large. Donc, là, ici, il y a des choses qui sont mêlantes parce qu'on parle avec des sources discrètes. Hein, on fait le calcul avec des sources discrètes, mais vous allez voir que quand on va le faire avec des sources qui vont être continues, okay, ce qui est vraiment la partie où on veut s'en aller, ben là, tout d'un coup, là, on va parler de la largeur. On va vraiment parler de la largeur de la fente. Puis là, on ne parlera plus de N fois D. On va juste avoir ND dans un gros bloc qui va nous donner la largeur de la fente. Parfait. Là, je regarde, il est déjà rendu 10h28. Faudrait tomber au cas continu. Là, faudrait que je vois où je suis rendu. Là, regarde, attention. Alors, on va faire un petit vote. On va faire un petit vote sur Discord. Est-ce que vous voulez continuer pour environ 6-7 slides ou vous voulez qu'on arrête ici et que je vous donne un petit devoir à faire jusqu'à la prochaine fois? Alors, j'attends vos votes. J'attends vos votes. On continue, on continue. On continue. J'avoue que là, vous êtes mal pris parce que si vous dites on continue pas, je vais savoir c'est quoi votre nom. Vous êtes fait. OK. Bon, ben ça a l'air que le monde est bien parti. Tout le monde est bien. OK. Bon, ben je vais me prendre une petite gorgée. Dame, moi aussi je t'aime. Tiens. Attention, je vais le trouver là. Il est où le petit symbole de l'amour là? Tiens. Tiens, voilà. OK, oui, 6-7 slides, c'est raisonnable que Mar nous dit, et que Mar est une femme de ce que je comprends. D'accord. OK. Fait que, bon, ben, on va continuer. Moi, je suis bien parti. Je suis dans ma chaise de gamer, fait que je suis très bien. Mais on veut une nouvelle des C-Pop avant que ça finisse. Non, Étienne GPH, vous allez avoir des nouvelles de T-Pop tout de suite après, mais pas dans le cours d'optique. Je vais vous... OK, tous ceux qui sont en GPH, je vais vous recontacter tout de suite après ce cours en ligne pour qu'on se parle. On pourrait peut-être, vu qu'on est moins, on pourrait peut-être faire un Zoom puis avoir un contact vidéo, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, je vous recontacte tantôt. En fait, on pourra rester tranquillement sur le cours de Phi GPH pour discuter de ces détails où je vais créer un autre canal Discord. Tiens, je vais l'appeler T-Pop. OK, donc, on continue. OK? Fait que là, on a fait des sources... discrètes. Mais là, maintenant, on va le faire avec des sources continues. Donc, ici, là, maintenant, tantôt, on avait une petite source, une autre petite source, une autre petite source, une autre petite source, puis entre les deux, il n'y avait rien. OK? On était ici.
OK? C'était une source, rien, une source, rien, une source, rien. Mais vous comprenez bien que je pourrais prendre la distance entre mes sources ici, puis la rapetisser, la rapetisser, la rapetisser, la rapetisser jusqu'à temps qu'essentiellement, ils se touchent. Puis j'aurais exactement le même problème. OK? Je serais rendu avec, je dis le même problème, je serais capable de décrire des sources continues. OK? Donc, on a nos sources ici qui sont séparées par une distance d, mais là, on veut s'intéresser vraiment à des sources continues. Donc, dans le problème que j'ai ici, là maintenant, j'ai encore mon onde plane qui frappe ici, puis là, elle va avoir une intensité partout, OK, qui est constante, mais qui est définie en tout point. Donc maintenant, au lieu d'additionner des sources discrètes, bien là, je vais additionner des sources qui ont une amplitude donnée en fonction de la position R' qui est ici, puis qui en fait, dans notre cas ici, que c'est plan, donc ils ont la même amplitude et ils ont la même phase, ça va être un calcul assez facile, OK? Puis on va additionner toutes nos sources ici, une après l'autre, puis on va s'intéresser à ce que ça donne à l'écran ici, à un certain θ. OK? À un certain θ ici. Mon écran, on va dire qu'il est à une grande distance, grand R environ. Donc, c'est exactement le même problème qu'avant. Tantôt, j'avais mes sources ici. Je vais retourner ici. Okay? J'avais mes sources ici qui étaient discrètes. J'ai fait la somme des champs électriques. Puis c'était juste un petit peu long. Puis je l'ai fait un après l'autre comme ça. OK? Mais là maintenant, ben, on a encore une fois, on a la somme des champs électriques de l'amplitude des ondes sphériques en R', OK? Avec les... pourquoi R moins R', il me semble que ça ne fonctionne pas. Non. OK? On ne peut pas appliquer... J'ai jamais dit que c'était ici, que c'était un angle droit. OK? Pour l'instant, on a une origine qui est mise ici. J'ai R' qui va à un point particulier sur ma source. J'ai R qui va à l'écran. Et par le calcul vectoriel qu'on connaît, la différence R moins R', ça me donne le vecteur qui est là. Pour l'instant, on va prendre la généralisation de Pythagore. OK? C'est la norme, oui, comme quelqu'un vient de dire, c'est juste la norme des vecteurs. Pour l'instant, ici, on a R, puis ça, c'est notre vecteur. On ne sait pas encore c'est quoi l'amplitude R moins R' de ce vecteur-là ici. On ne le sait pas, là. OK? On va se rendre. Mais vous voyez que c'est la somme des amplitudes avec, ça ici, c'est tout simplement une onde sphérique, OK, qui part d'ici, qui part du point R', puis je m'intéresse à son amplitude à une distance ou à une position qui est pointée par le vecteur R moins R', donc E à la IK R moins R', parce qu'on ne met pas un vecteur là-dedans ici, là, OK? On met la distance, R moins R' module, divisé par le même module ici. Parfait. On continue. Ben, il faut le faire, ce calcul-là. Il est tout fait dans mes notes. OK? Il est entièrement fait. J'ai fait un copier-coller de mes notes parce que je trouve qu'il est très clair dans mes notes. OK? Donc, notre plus gros problème ici, là, si on veut faire la somme qui est ici, notre plus gros problème, ça ici, on le sait, c'est une donnée du problème. E grand sigma R', ben, il est donné, il est ici, là. Ça, c'est le champ électrique à l'entrée sur ma source, c'est moi qui le sais. Puis en plus, je vous le dis que depuis le début, on fait juste du franc d'enfer. Donc, ça va être une amplitude constante avec une phase constante. Facile, parfait. Mais la vraie difficulté, c'est qu'on a besoin de trouver R moins R', son amplitude, pour tous les R' et pour tous les R sur l'écran. Okay? Donc, ce qu'on fait, on ne fait pas Pythagore, on fait la loi des cosinus, qui est la généralisation de Pythagore. Hein, si vous vous rappelez, bien sûr que vous vous en rappelez, okay? La loi des cosinus, c'est que l'amplitude au carré, okay, on considère un angle ici, okay? On considère un angle ici,
puis on prend le côté opposé à cet angle. Okay? Donc, on a que l'amplitude au carré, R' moins R au carré, du vecteur qui est ici, va être la somme des carrés des deux autres côtés. Le côté qui est... non, ce n'est pas un cos. Laisse-moi finir, s'il te plaît, Fred. Laisse-moi finir. OK? C'est R moins R' au carré qui est la somme de R' au carré et R au carré avec le cosinus de l'angle opposé à R moins R' qui est pi sur 2 moins θ. Oups! Qui est pi sur 2 moins θ. OK? Et donc, le cosinus de pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ. OK? C'est donc pourquoi c'est écrit sinus θ, parce que mon θ est défini dans mon problème qui m'intéresse. Le θ qui m'intéresse, il est défini ici, parce que c'est mon problème ici qui m'intéresse. Je veux l'angle entre le centre de ma source puis l'écran. Mais pour mon calcul, l'angle important, c'est pi sur 2 moins θ. OK? Parfait. Donc, on se retrouve avec ça ici. Nous, on a presque ce qu'on veut. Là, on a le carré du module qu'on veut. Bien là, on fait une expansion en série de Maclaurin. OK? Oh là 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 là. OK? Puis ça nous donne, vous n'avez pas besoin de retenir ça. OK? Vous n'avez pas besoin de retenir ça. Ça nous donne que R' moins R va être égal à grand R ici, moins R' sin θ. R', c'est quoi? C'est où je suis sur la source. R', c'est sur la source. Sin θ, c'est encore l'angle. Puis après ça, plus R' carré sur 2R cos carré θ. Mon Dieu, qu'il y a beaucoup d'équations et de θ et de prime et de sin et de R. On se démêle. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la longueur du vecteur qui est ici est donnée par la longueur, la distance entre mon écran, mon obstacle et mon écran. Ça, c'est grand R, il est ici. Ensuite, il y a une petite correction qui est R' sin θ. Donc, sin θ, R', c'est quelle source je regarde? Bien, ma source qui est à R' ici, OK? Fait que je m'intéresse à la source ici et je m'intéresse à la contribution pour un θ en particulier. Bien, la source qui est ici va contribuer pour une distance R' moins R qui va avoir une petite correction en R' sin θ puis un terme en θ carré, okay, en cosinus θ carré. Alors que l'autre qui est ici, mettons celle qui est sur l'axe ici, ben, elle va avoir encore une fois le grand R puis une petite correction en R' sin θ. Ben, le R' ici, il n'y en a pas, c'est 0. Puis sin θ, ben, ici, ça serait 0. Ben, ça va donner tout simplement R. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça nous donne la grandeur de ce vecteur-là qui dépend de R, de la source et de l'angle sur l'écran. Puis là, il y a un terme en carré. Ben, en fait, ce qu'on fait, quand on veut faire la diffraction de Fraunhofer, on considère uniquement la partie linéaire ici. Puis quand on fait la diffraction de Fresnel, on va inclure le terme en carré. Donc, la seule différence quand on veut faire Fraunhofer et Fresnel, c'est le terme de phase est un petit peu plus compliqué en Fresnel, puis il n'est pas particulièrement compliqué en Fraunhofer, parce que tout ce que ça dit, c'est ce que je vous ai dit au début quand on a commencé. Ça va être la distance de l'écran avec une petite correction qui dépend linéairement de la position de la source qui m'intéresse. OK? Donc, on simplifie. Puis on se retrouve avec l'équation qui est en bas ici pour la diffraction de Fraunhofer. OK? Que le champ à l'écran, OK, pour un certain angle sin θx et un certain angle sin θy est donné par un terme constant ici. E LAI KR. R, c'est la distance de l'écran. R, c'est la distance de l'écran. Ça, c'est un terme constant. On s'en balance. Les termes importants, ils sont ici. J'arrête après ça, en fait. OK? C'est qu'on a l'amplitude du champ à ma source
pour toutes les positions en X et en Y. Je l'ai fait en 2D tout de suite. Okay? Excusez-moi, là, j'ai comme un petit peu sauté une étape. Mais donc, la somme des champs électriques ici, puis comme vous le voyez un petit peu, hein, ça va être uniforme. Fait qu'on fait la somme sur notre obstacle. Puis là, on a un terme ici, tiens donc, un terme en E à la moins I, KX' sin θ X, puis KY' sin θ Y. Puis là, on a quelqu'un qui dit ici, est-ce que c'est comme une transformée de Fourier en 2D? Je pense qu'on commence à l'avoir vu que oui, ça va être une transformée de Fourier, OK? Là, je vais juste montrer ce que le calcul donne, OK? Mais ça ici, ce que vous voyez ici, c'est une transformée de Fourier entre X' et son conjugué, sa variable conjuguée de Fourier, qui va être sin θ X. OK? J'y reviens tout de suite. OK? J'y reviens tout de suite, mais là, je prends plus de temps, je déborde de mon temps. Je le fais, puis je vais le refaire au prochain cours aussi, tiens. OK? Si on le fait spécifiquement pour une ligne, OK, on va juste faire la ligne, puis après, on va arrêter. OK? Donc, on a tout préparé notre calcul, puis on a notre fonction. OK? On le sait que la fonction qu'on a besoin, c'est la source avec un facteur. En 1D, ça va être KX' sin θ X ou juste KX' sin θ, puis il n'y aura pas de Y. Donc, on va faire une ligne. Fait que là, ici, j'ai une fente, puis elle s'enfonce dans l'écran à l'infini. Okay? Donc, elle va seulement de 0 ici à la limite de la ligne, puis de 0 ici à l'autre limite de la ligne. Donc, quand je regarde ça ici, je veux faire la somme de mon champ électrique avec ce facteur-là, qu'on vient juste de dériver. Hein? On vient tout juste de le dériver. Okay? Donc, j'ai K sin θ Y. J'aurais dû mettre le Y avant ici. Ce n'est pas sin θ Y, c'est bien KY sin θ. Ben, E à la Y, qu'est-ce que ça donne ici? Ben, il est constant. C'est une onde plane sur une surface. OK? Pour une source uniforme de densité E0 sur une ligne. Ça ici, c'est constant, c'est E0. Je l'ai sorti ici. Je me retrouve avec l'intégrale de E à la moins I K sin θ Y de Y. Vous devez commencer à trouver que ça ressemble à des affaires qu'on connaît déjà puis qu'on vient juste de faire. Je fais l'intégrale. Ça a l'air compliqué, mais j'intègre sur Y. Mais c'est pas compliqué parce que E à la moins I, c'est une constante. K, c'est une constante. Sin θ, quand j'intègre sur Y, c'est une constante. OK? J'intègre sur ma source. J'intègre sur ma source. Puis θ, c'est où je regarde sur l'écran. Ben, E à la X, c'est quoi l'intégrale de E à la AX? C'est E à la AX divisé par A. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tout simplement l'intégrale d'une exponentielle. Je vous mets au défi de le faire avec des sinus et des cosinus. Hein? On aurait mal à la tête, tout le monde. OK? Fait qu'on fait ça ici, puis c'est de moins d sur 2 à plus d sur 2. On continue, on fait les calculs. OK? On fait les calculs, on remplace ici, on remplace ici. Oh là 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 là, que ça commence à ressembler à quelque chose qu'on a fait tantôt. Puis on a sin de kd sur 2 divisé par sin θ, mais que ça va that was easy. OK? Et on divise par kd sur 2 sin θ. Qu'est-ce que ça m'a donné? Okay, qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné que j'ai le champ électrique. J'ai plein de constantes là-dedans. E0, D c'est une constante. K c'est une constante. R c'est la distance de l'écran. Oméga c'est la fréquence. T c'est le temps. R c'est la distance. Fait que ce bout-là ici, là, c'est juste une partie en onde, mais tout le reste c'est des constantes. Ça ici, K c'est la longueur d'onde. D, la largeur de ma fente. Sin θ, c'est où je regarde en θ. Okay? Donc, j'ai une expression à l'écran en fonction de θ. On a tout fait en fonction de θ. Puis ça me donne un sinus de quelque chose divisé par ce même quelque chose. En effet, that was easy. Si on veut avoir l'intensité, qu'est-ce qu'on a? Okay? On le voit, ça ici, c'est quoi? C'est le fameux sinus cardinal qui a été mentionné tantôt par, je suis en train de scroller à travers mes différentes affaires, par Fred qui nous a dit que c'est un sinus cardinal. Alors, un point bonus et un bonhomme sourire pour Fred. Ici, donc, on a sinh
de ça avec des constantes en avant. Puis en intensité, si on prend l'intensité, on prend E fois E étoile, ça nous donne le terme de phase, il disparaît, E0D sur R avec un sync KD sin θ. Fait que qu'est-ce que ça a l'air à l'écran? Ça a l'air de ça. En champ électrique, okay? En champ électrique, ce qui sort va avoir une amplitude maximale au centre. Ça va descendre à 0, ça va remonter, ça va descendre, ça va remonter, etc. OK? Donc, si je m'intéresse à ce qui arrive à l'écran, c'est un signe, puis j'arrête ici parce que c'est déjà trop long. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous l'avez vu, hein? Qu'est-ce que j'avais ici? J'avais une fonction top hat, ouais, la fonction, comment ça a été, la fonction porte qui a été dit tantôt, la transformée de Fourier d'une onde carrée ou d'une fonction porte, qu'est-ce que c'est? C'est un signe, vous le savez. OK? Fait que là, je viens de vous faire une chose, un patron de diffraction, puis ça nous a donné la fonction signe parce que j'avais une illumination sur une fente carrée. Mais là, on va le faire de façon plus générale, puis on va voir qu'en fait, on va reconnaître que c'est une transformée de Fourier. Fait que là, les propriétés des transformées de Fourier qu'on connaît, puis que vous avez appris avec Michel dans votre cours de PhysMat 2, ben ils vont revenir parce que ça va devenir les propriétés de la diffraction, parce que la diffraction, mathématiquement, c'est une transformée de Fourier. Donc, je vais arrêter ici. OK, je vais arrêter ici parce que c'est suffisant pour une première expérience. Puis, ben, si vous avez des questions, je vais vous recontacter tout de suite avec un devoir pour vous garder réveillé. Puis on va essayer de voir, on va rassembler les commentaires là, pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour le reste du cours. Donc, si vous avez des questions, vous y allez dans la section questions. Puis peut-être qu'on pourrait faire, je sais pas moi, des questions dans le forum pour que ça reste dans le cours. Voilà. OK.